le logiciel, écoute ça, le logiciel, tu sais, ben, pour l'identité numérique, ça va être un logiciel comme mon OBS, là, un open source. Parce que tu as les logiciels fermés. Donc, c'est une compagnie qui va faire ça. Le code est secret, personne ne le connaît. Tu sais. Un peu comme ChatGPT. ChatGPT, c'est pas un open source, mais de cette semaine, là, il y a eu DeepSeek, là, c'est une intelligence artificielle compétitionnée à ChatGPT qui coûte les peanuts à comparer qu'est-ce que ça a coûté faire ChatGPT. Il paraît que c'est un... Parce que ChatGPT, il y a un mot pour ça, là. Quand ils passent à des prochaines versions, les anciennes versions, ils se sont basés là-dessus, par exemple, pour faire le DeepSeek. J'ai entendu ça. Mais DeepSeek, c'est un open source. Donc, un open source, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel ouvert où là, la communauté, n'importe qui, peut travailler sur le code source, puis proposer des choses, des mises à jour, des plugins, bon, comme moi, par exemple, l'OBS que j'utilise, là. C'est un logiciel qui me permet de faire ça. Mais là-dedans, là c'est un open source. Fait qu'écoute, c'est un forum là, où il y a plein de plugins. Tu veux faire, je sais pas, moi, que je paye sur un Python puis je devienne tout en noir et blanc. Il y a un petit plugin pour ça qu'ils ont fait, puis que je peux ajouter à mon OBS. Tu sais? Donc, des open source, il y en a plein. Mais là, c'est un avantage? C'est une bonne idée? On va lui poser la question, est-ce que c'est un bon choix qu'on a fait au monsieur le professeur? Est-ce que c'est un bon choix qu'on a fait là, d'aller vers l'open source au lieu d'un logiciel fermé? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Là? J'attends de payer sur le Python. Là. Je vais payer sur le Python, mais pose-toi la question. Le choix que nous avons fait au niveau de l'identité numérique, c'est de ne pas inclure le privé parce que nous pensons que l'identité numérique, c'est une mission régalienne de l'État, qui appartient à l'État. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le portefeuille numérique qui va être déployé bientôt, on n'a pas utilisé des technologies existantes, que ce soit Apple, Google ou autres technologies. D'une part, parce que c'est des technologies fermées, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe avec ça. On a choisi, pour la création d'identité numérique, d'aller vers des logiciels libres. Donc, jusqu'à quel point ce choix-là fait en sorte justement que la communauté peut participer d'emblée, en sachant ce qu'on fait, en rendant disponible le code source. Vous ne pensez pas qu'au niveau de la transparence puis de l'implication, c'est quand même un geste qui est assez significatif? Oui, il faudrait le publiciser davantage. Okay. Le seul enjeu, c'est que vous savez, il y a beaucoup d'avantages au code libre, mais aussi des désavantages, notamment en termes de cybersécurité. Puisque le code est accessible, on peut facilement le travailler, le bidouiller, l'altérer. Oui, bien, il faut faire attention parce qu'ensuite, ce code-là, il faut le mettre à jour et ça retombe donc sur la communauté. Donc, bien entendu, en ayant le soutien du gouvernement du Québec, la communauté va être davantage intéressée à maintenir un code source libre parce qu'il est utilisé par une autorité quand même importante. Ce n'est pas... Bref, le code source libre, donc oui, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Inconvénients qu'on peut réduire en tant que tel. Il faut donc faire bien attention. Ça aussi, sur le plan de la confiance, ça peut être, si c'est bien expliqué, parce que c'est pas toujours évident à bien saisir, si c'est bien expliqué, la population va être beaucoup plus apte à comprendre et donc à adhérer à l'identité numérique nationale. Tu penses, Steve, que c'est pas un bon choix? Tu dis, sûr que non, tout un choix pour un ancien vendeur de Best Buy, oui, c'est ça. Il parle de Kai. Je sais pas, je me pose la question. J'ai pas encore j'ai pas pris position, mais un peu comme M. Loiseau, il y a des avantages et des désavantages là, avoir un code source ouvert. C'est vrai. Ça peut coûter moins cher, par contre, un open source. Tu comprends? C'est ça qui arrive. Parce que si tu engages une compagnie ou, idéalement, ça serait que on aurait une fonction publique, un département, là, de la cybersécurité, là, mais des top-notch, là, des gens, là, que ce soit les cracks, là, que malheureusement, les compagnies privées vont aller chercher puis qui vont payer, eux autres, là, des millions pour venir travailler chez nous, quand nous autres, en tant que fonctionnaire, on ne donnera jamais des salaires comme ça, là. Fait que on serait pas capable de garder les cerveaux les plus intelligents là, dans ce niveau-là, puis les garder dans la fonction publique, là, avec les salaires qu'on donne dans la fonction publique. Je comprends que ça peut être intéressant si c'était un moins bon salaire, mais quand on parle de spécialités comme ça,
dans le privé, là, écoute, ils vont te payer grassement, là, bien plus que dans la fonction publique. Ça ne se comporte pas, là. Donc, idéalement, ça serait quand même ça. Mettons qu'on parle de l'idéal, là. Ça serait que le gouvernement fasse son logiciel, puis ça soit le gouvernement. Hey, ça serait parfait. Mais ça se peut pas. Fait que là, il faudrait que tu te tournes vers une... Comme on s'est tourné pour Phoenix, par exemple, vers IBM. Là, ils n'ont pas compris exactement ce qu'on voulait. Ils ne connaissent pas nos systèmes non plus. Fait que là, il nous fait quelque chose qui ne marche pas, qui est tout croche, qui a coûté des milliards, finalement. Puis que là, on se débarrasse, là. On n'a jamais été capable, finalement, de s'en servir adéquatement, puis on va s'en débarrasser, ça va nous avoir coûté des milliards. Fait qu'il faut apprendre de ça, là, nos erreurs. Fait que là, tu dis, OK, d'abord, un open source, n'importe qui peut travailler dessus, on peut mettre un genre de, c'est sûr, de pare-feu, c'est sûr, c'est pas eux autres qui vont mettre ça à jour, ils te proposent des choses, là, tu sais. Tu as le ministère qui décide, c'est lui qui contrôle le logiciel, mais c'est un open source. Je pense, plus que j'y pense à haute voix comme ça, plus ça devient intéressant. Tu sais? IA va te faire ça, Dominique, il dit ouais, ouais, mais c'est sûr que l'IA va t'aider là, à bâtir ton système. Tu sais? C'est sûr, ça. C'est correct. C'est juste une aide pour aller plus vite. Là. C'est pas lui qui décide. Là. C'est toi qui poses des questions à chat là, ou à l'IA. Pas vrai? L'IA, il répond. Tu sais, souvent, en plus de ça, j'ai remarqué, moi j'utilise ça un peu, l'IA. Puis, tu sais, toi, ce que tu veux savoir. Fait que tu poses une question que tu penses que là, avec cette question-là, il va te répondre la réponse que tu cherches. Puis là, avec la réponse, tu comprends qu'il n'a pas exactement saisi ce que tu voulais. Fait que là, tu es obligé de reformuler ta question jusqu'à temps que, là, OK, là, je l'ai ma réponse, tu sais. Ça donne une idée, là. C'est parmi tant d'autres, c'est la même chose pour n'importe quelle fonctionnalité, par exemple, dans un logiciel. Tu lui dis, je veux faire ça, il te donne un code, tu l'essayes, ça marche pas, ou ça marche tout croche. Non, tu te dis, regarde, là, il y a ça, tel problème, puis là, il va t'aider à le résoudre. Mais l'IA, c'est un aide, là. C'est pas, il décide de rien, là, on s'entend.